C'est compliqué. Je pense qu'il faut d'abord s'enlever de l'esprit que c'est une seule chose dans la vie d'une personne qui fait qu'on en vient à développer un trouble alimentaire. On ne peut pas réduire en fait un facteur à la survenue là, et au développement d'un TCA. Ça va être plutôt l'interaction entre des facteurs qu'on dit biologiques, génétiques et environnementaux. Par environnementaux, on entend des facteurs psychologiques et des facteurs sociaux. Pour moi, il y a vraiment une chose qui est essentielle dans cette question-là, c'est de comprendre que les troubles des conduites alimentaires, c'est des problématiques multifactorielles. C'est multifactoriel. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va y avoir des facteurs qui vont mettre un genre de terreau fertile au développement de la problématique. Et ensuite de ça, il va y avoir des événements dans la vie de la personne qui vont faire en sorte que, on avait le terreau fertile, les événements arrivent, on est plus fragile, c'est plus difficile de coper avec le stress. On se sent moins compétent, on sent qu'on a besoin de reprendre un certain contrôle. Donc, on n'est vraiment pas dans une perspective qu'il y a eu un événement ou qu'il y a une caractéristique de la personne qui a entraîné le trouble. Il faut vraiment comprendre qu'il y a ce qu'on va appeler généralement des facteurs prédisposants. Ça, c'est des vulnérabilités de la personne ou de son environnement qui font en sorte qu'elle est plus fragile à présenter certaines problématiques. Puis à ça, on va ajouter souvent des éléments déclencheurs. Des facteurs précipitants. Qui vont vraiment favoriser là, la survenue du TCA. Souvent, on les explique en disant que c'est une série d'événements stressants. Puis parmi ces éléments-là ou ces événements, il peut y en avoir vraiment plusieurs. On en retrouve certains qui sont plus communs que d'autres. Notamment, on peut parler d'un stresseur significatif comme une rupture, une première peine d'amour, le fait de déménager de l'environnement familial à un autre milieu de vie parce que la personne est quitte pour ses études. Moi, je travaille beaucoup en adolescence. Donc là, typique, c'est recevoir des commentaires d'un garçon sur son apparence, vivre des stress dans les relations avec les amis, sentir qu'on n'a pas vraiment de place importante, qu'on n'occupe pas la place sociale qu'on voudrait, avoir un stress scolaire aussi pour la réussite, la performance académique, vivre des situations peut-être difficiles à la maison aussi. Ça peut être aussi une perte de poids qui va être suivie de renforcement de la part des proches, et qui va générer un sentiment d'accomplissement et de valorisation chez la personne. En ce qui a trait aux facteurs sociaux, on va faire référence par exemple à la culture des diètes ou à la valorisation de la minceur au sein de la société et tout ce qui va en faire la promotion, comme les médias sociaux, ça peut être les magazines de mode, la télévision. Puis on peut retrouver aussi un vécu d'intimidation en lien avec le poids, l'image corporelle qui peut avoir laissé des traces. Dans nos sociétés, les diètes, c'est quelque chose d'assez populaire. On en entend beaucoup parler. Il y a toutes sortes de façons de faire des diètes. Et surtout, dans nos sociétés, l'idée de contrôler son apparence est associée à du bonheur, à de la satisfaction, à une impression de contrôle. Mais finalement, il y a des facteurs qui vont venir entretenir puis faire le passage de la diète à quelque chose qui est pathologique, qui est là, qui est le trouble alimentaire. Donc, c'est vraiment un cumul de facteurs à la fois prédisposants, précipitants, comme je l'ai expliqué, et de maintien. Le corps réagit à tout ça. Donc, le corps va, par exemple, perdre du poids un petit peu plus difficilement parce qu'on commence à être dénutri. On va avoir des pensées très obsessionnelles. Tout va tourner autour des questions de l'apparence, du poids, parce qu'on est dénutri. Donc, ça a un impact sur le fonctionnement du cerveau. Et là, ça devient vraiment un cercle vicieux où on est pris là-dedans. C'est très, très insidieux comment ça s'installe dans la vie d'une personne. Puis, bien souvent, ce qu'on voit, c'est qu'autant les proches que les personnes eux-mêmes s'en sont pas vraiment rendus compte avant que ça devienne problématique. Il n'y a pas toujours la fréquence, l'intensité, la récurrence nécessaire pour parler d'un trouble des conduites alimentaires avec les critères très stricts du DSM. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y a une proportion très inquiétante de la population, tant chez les enfants, chez les adolescents et même chez les adultes,
qui ont des préoccupations très envahissantes pour leur apparence, qui vont faire des diètes, qui vont faire de l'exercice dans le but de contrôler leur apparence, que ça va avoir un impact sur leur fonctionnement adaptatif, mais qui ne seront pas nécessairement dans le trouble. Et c'est important de s'intéresser à ces personnes-là également, de leur venir en aide, parce que le principal facteur de risque pour développer un trouble des conduites alimentaires, c'est d'avoir des préoccupations très marquées pour leur apparence, un envahissement et d'être engagé dans ce type de conduite-là. Le trouble de conduite alimentaire, il survient dans la vie de quelqu'un, souvent pas de manière, comment je dirais, anodine, dans le sens où le trouble va avoir ses fonctions particulières. Ça peut être important, justement, de démystifier quelles sont ces fonctions-là pour, justement, identifier c'est quoi les enjeux psychologiques, c'est quoi les besoins non répondus, c'est quoi qui peut me causer une détresse ou une souffrance. Donc, ça peut être une occasion justement de développement, de croissance.